La première chose qu'il fit, en devenant roi, est d'épurer l'ancienne administration de son père. Une grande partie des officiers, des parlementaires, des gouverneurs et des baillis furent remplacés par des amis de Louis XI. En faisant ça, Louis se privait de loyaux serviteurs pour le remplacer par des aventuriers et des incompétents. Mais il voulait trop assouvir sa vengeance contre son père. Étant devenu roi, ayant tiré tout ce qu'il pouvait du duc de Bourgogne, il lui montra son vrai visage. Il n'avait que faire de lui. Louis avait promis de nommer des parlementaires bourguignons. Il n'en fut rien. Reprenant la politique de son père en ce qui concerne la guerre des Deux Roses, Louis demanda au duc d'arrêter de soutenir les Yorkistes et de soutenir les Lancastriens. Le duc se rendit compte un peu tard qu'il avait dépensé tant d'argent pour rien. Désormais, Louis était seul maître à bord. Il héritait du domaine royal, qui avait bien grandi depuis Capet. Désormais, il comprenait l'Île-de-France, la Normandie, le Berry, l'Orléanais, la Champagne, la Touraine, le Poitou, la Guyenne et encore bien d'autres provinces. Mais il restait de puissantes seigneuries au sein du royaume, notamment les puissants duchés de Bretagne et de Bourgogne qui bordaient le royaume à l'est et à l'ouest. Le duc de Bretagne, François II, était anglophile. Ce duché possédait certes une armée assez réduite, mais possédait une puissante marine. Le duc de Bourgogne, quant à lui, ne prêtait même pas hommage au roi de France. Son duché était très riche et très densément peuplé, environ 5 à 6 millions d'âmes. À l'époque, les alliés de Louis sont l'empereur Frédéric III, les cantons suisses et la Castille. Dès le début de son règne, Louis XI intervint à l'étranger. Le roi d'Aragon, Jean II, demanda son aide afin de malter les révoltés catalans. Louis lui réclama alors une forte somme d'argent que le roi ne put lui payer. Alors il annexa la Cerdagne et le Roussillon, et imposa à Jean II le legs de la Navarre à sa fille Éléonore, qui était mariée à Gaston de Foix. Ainsi la Navarre passa sous influence française. Au même moment se déroulait en Angleterre la guerre des Deux Roses. Louis soutenut d'abord les Lancastres et leurs prétendants henricistes, qui étaient moins bellicistes que les yorkistes. Mais après la défaite de Taunton, Louis se ravisa et changea d'avis. Il soutenut Édouard IV, qui par ailleurs était soutenu également par le duc de Bourgogne. En 1463, il signa donc une trêve avec Édouard IV, et cette même année-là, il réussit à négocier le rachat des villes de la Somme à Philippe le Bon. Amiens, Saint-Quentin, Doullens, Saint-Valery et bien d'autres villes passèrent sous le giron français. Louis passa le plus clair de son début de règne à sillonner les routes de France, où encore une fois sa simplicité étonnait les petites gens. Cet homme vêtu comme un simple chasseur, sans aucun bijou, mis à part sa médaille de plomb, était-ce bien le roi de France? Philippe Comines nous dit à son sujet. Il s'habillait fort court et si mal, que Pie ne pouvait, et assez mauvais drap, porter toujours, et un mauvais chapeau différent des autres, et une image de plomb dessus. Il préférait loger chez les bourgeois plutôt que dans les grandes résidences. Et il parlait à tous les gens qu'il croisait sur son chemin. Le 10 mars 1465, le frère du roi, Charles, duc de Berry, lança le manifeste de la Ligue du bien public. Cette ligue avait pour but de défendre les intérêts des grands féodaux que le roi voulait saper. Elle était composée du duc de Bretagne François II, du duc de Bourgogne Philippe le Bon, du frère du roi et d'anciens nobles présents sous le gouvernement de Charles VII que Louis avait congédié. La Ligue du bien public avait pris ce nom car elle voulait que le peuple la soutienne, et pour cela elle promit une baisse d'impôts. Chose que Louis avait déjà promise au début de son règne, mais qu'il n'avait pas faite. Les combats commencèrent dans le Bourbonnais. Louis s'empara rapidement des principales forteresses de la province. Les ducs de Nemours et de Bourbon commencèrent des pourparlers avec le roi. Les pourparlers aboutirent à une trêve entre les deux ducs et le roi. Mais en réalité, les deux rebelles avaient pour objectif de faire perdre son temps au roi. Dès que le comte de Charolais commença à envahir la Somme avec ses bourguignons, les ducs rompirent la trêve et reprirent les armes. Paris était menacé à l'ouest par les Bretons, tandis que les bourguignons occupaient déjà Saint-Denis, et pour ne rien arranger, le duc de Lorraine se joignit à la Ligue. Paris fut renforcé et mis en état de siège. Le comte de Charolais se redirigea alors vers Orléans. Louis réussit à l'intercepter et l'on livra bataille sous les murs de Montlhéry. Le comte de Charolais disposait d'environ 20 000 hommes, le roi en alignait 14 000. La bataille commença le 16 juillet. Après plusieurs heures de combat, la bataille cessa. Personne n'avait véritablement gagné.
On déplora 2000 morts de chaque côté. Mais les royaux réussirent à rejoindre Corbeil. Les Bretons et les Bourguignons joignirent leurs forces à Étampes. Le roi, apprenant cela, décida de mettre fin à cette guerre. Le traité de Conflans fut signé avec le duc de Bourgogne. Il octroya aux Bourguignons les villes de la Somme et la Normandie pour Charles, duc de Berry, frère du roi. Le traité de Saint-Maur fut signé avec le reste des coalisés. Il n'obtenait pas grand-chose, mis à part de l'argent et quelques privilèges. Ces traités, même si au premier abord sont néfastes pour le roi, lui permirent néanmoins de sauver sa couronne, de dissoudre la Ligue et surtout de briser les amitiés des coalisés. Le duc de Bourgogne avait négocié seul, ayant obtenu les plus grosses concessions, il sera détesté de tous les autres nobles qui l'ont suivi. Après la fin de la guerre, Louis se retira à Orléans. Il attendait une occasion de reprendre ce qu'il avait perdu. Et elle se présenta rapidement. Son frère Charles, qui possédait désormais la Normandie, avait du mal à gérer son nouveau duché. Les Normands lui reprochaient notamment de privilégier les Bretons dans l'administration et d'être sous la tutelle du duc de Bretagne. Une petite querelle éclata entre lui et François II. Cette petite querelle, sans grande importance, allait néanmoins permettre à Louis d'intervenir en tant qu'arbitre dans son duché. En apprenant cela, beaucoup de villes normandes prêtèrent allégeance au roi. Même le duc de Bretagne plia le genou devant le roi. En apprenant cela, Charles et François, qui s'étaient réconciliés, fuirent en Bretagne. Grâce à cette petite querelle, sans grande importance au premier abord, Louis réussit néanmoins à récupérer la Normandie à son frère. Après ce semi-échec qu'avait été la Ligue du bien public, Louis renvoya ses conseillers et reprit ceux de son père, qui était beaucoup plus expérimenté. Après cela, il convoqua les États généraux à Tours, le 6 avril 1468. Y étaient présents les députés des villes et tous les nobles du royaume, excepté Charles le Téméraire, devenu duc de Bourgogne après la mort de son père, et le duc de Bretagne. La présence quasi unanime des nobles montrait qu'ils se désolidarisaient des deux ducs absents. D'ailleurs, à leur clôture le 18 avril, les États approuvèrent en masse les décisions du roi. Ils approuvaient le rattachement de la Normandie au domaine royal, et reprochaient au duc de Bretagne son occupation de certaines places normandes et son rapprochement avec les Anglais. Les États mirent également fin à la politique des apanages. Ceci devrait dorénavant être de l'ordre financier et non plus foncier. Les États cherchaient à éviter une nouvelle guerre de 100 ans et préféraient se soumettre au roi plutôt que de risquer une anarchie nouvelle. Une autre occasion se présenta pour Louis de récupérer ce qu'il avait perdu. Le 3 juillet, Charles le Téméraire se maria avec Marguerite d'York, la fille d'Édouard IV. Pour son mariage, il fit donner une grande fête qui occupait les Bourguignons. Louis en profita alors pour attaquer le duc de Bretagne. Le roi prit rapidement Champtocé et Annecy. François II prit peur et demanda la paix. Il s'engageait à rompre ses alliances avec les Anglais et les Bourguignons. La Ligue du bien public ne comptait plus que désormais le Téméraire. En apprenant ce qui venait de se passer, le Téméraire rassembla ses troupes. Louis, qui évitait un nouveau conflit, lui proposa une entrevue. Le Téméraire accepta, et les deux hommes se rendirent à Péronne pour parlementer. Au départ, l'entrevue se déroula normalement, mais un événement vint la perturber. Les Liégeois s'étaient révoltés contre le duc de Bourgogne, au cri de « Vive le roi !» et des agents du roi avaient été reconnus. Fou de rage, le Téméraire emprisonna Louis. On ne sait pas réellement si Louis avait envoyé des agents. Il est peu probable qu'un fin calculateur comme lui fît cette grossière erreur. Mais en tout cas, il était dans la gueule du loup. Charles, qui était un piètre politicien, ne sut tirer parti de la situation. Il était bien trop colérique pour pouvoir correctement réfléchir. Il demanda à Louis la Champagne en apanage pour son frère, la conservation de son alliance avec la Bretagne et sa présence pour mater la révolte liégeoise. Louis accepta tout. Il se rendit avec Charles à Liège et assista à la répression bourguignonne. Louis, pour rassurer le Téméraire, fit semblant d'être heureux et d'acquiescer son entreprise. En réalité, sans doute cela lui fit mal. Les Liégeois aimaient le roi de France, et Louis en venant venait de baisser dans leur estime. Une fois revenu en France, il voulut donner un autre apanage à son frère. La Champagne était bien trop proche de la Bourgogne. Charles de France, qui manquait de consistance, suivrait bêtement les ordres du duc de Bourgogne. Il demanda à son frère de prendre la Guyenne au lieu de la Champagne. Ce dernier accepta, notamment grâce à l'un de ses conseillers, Odet d'Ailly, un agent de Louis XI. Son frère, malgré l'acquisition de terres, ne se hâta pas pour venir. Il avait sans doute peur de croiser celui qui l'avait trahi.
Louis, pour le presser, fit donner des fêtes, mais rien n'y faisait. Il resta en Bretagne. Alors Louis eut l'idée de créer un ordre de chevalerie pour le donner à son frère. De fait, il n'aurait d'autre choix que de venir. Le 1er août 1469, le roi créa l'ordre de Saint-Michel. Cet ordre servit aussi à redorer l'image du roi après l'entrevue de Péronne. Il donna cette distinction à son frère, au duc de Bretagne et au connétable de Saint-Paul. Dorénavant, ces 3 hommes étaient liés au roi par un serment de fidélité. Charles quitta la Bretagne et vint prendre possession de ses terres. Sur la route, il croisa son frère. Il se mit à genoux devant lui, pleura et demanda pardon. Louis accepta naturellement. Charles quittait l'influence breton-bourguignonne et passait sous giron français. Malgré ses belles réussites, la politique extérieure de la France n'était pas bonne pour autant. En 1568, le roi d'Aragon, qui ne supportait pas que Louis lui ait pris le Roussillon et la Cerdagne, conclut des traités d'alliance avec la Bourgogne, la Castille et l'Angleterre. La France était prise en tenaille par tous ses voisins. Louis eut alors une idée. Il voulait destituer Édouard IV pour mettre à sa place Henri VI. Ce dernier était plus francophile qu'Édouard, et si Louis parvenait à lui restituer son trône, il accepterait sans doute une alliance. Pour réaliser son dessein, Louis disposait de Richard Neville, comte de Warwick, que le surnommait le faiseur de rois. Il avait débarqué à Honfleur le 1er mai 1470. Lors de la guerre de Deux-Roses, Warwick avait d'abord soutenu Édouard IV et l'avait mis sur le trône. Mais les 2 hommes avaient fini par se brouiller. Warwick était détesté à la fois d'Henri VI et d'Édouard IV. Louis organisa alors des réconciliations entre Warwick et Marguerite d'Anjou, la femme d'Henri VI. Les 2 avaient le même intérêt, déposer Édouard pour remettre Henri VI sur le trône d'Angleterre. Ils préparèrent une flotte et réussirent à débarquer en Angleterre. En octobre, ils atteignirent Londres. Édouard IV s'enfuit. Le 6 octobre, Warwick redonna sa couronne à Henri VI. Louis réussit alors à signer une trêve de 30 ans avec l'Angleterre. Après ce succès, Louis attaqua Charles le Téméraire en janvier 1471 et lança ses armées dans la Somme. Le Téméraire répliqua en envoyant les siennes. Une trêve fut signée entre les 2 parties sans qu'il n'y eût à se battre. Soudain, la situation bascula dramatiquement. En Angleterre, Édouard IV réussit à récupérer son trône et Warwick fut tué au cours de la bataille de Barnet. Henri VI fut décapité. En Catalogne, les révoltés furent vaincus et le roi d'Aragon avait désormais les mains libres. Le duc de Bretagne reprit des négociations avec la Bourgogne. Le 1er novembre fut signé le traité de Saint-Omer qui unissait l'Angleterre, Naples et la Bourgogne. Les coalisés n'attendaient plus que l'occasion de déclarer la guerre au roi. Et cette occasion se présenta le 24 mai 1472, lorsque le frère de Louis mourut. On accusa sans preuve le roi d'avoir empoisonné son frère. Le duc de Bourgogne passa à l'action. Il s'empara de Nesle le 10 juin. Il fit couper la main droite de tous les défenseurs et fit massacrer une grande partie de la population. Il voulait être craint de tous. Le 27 juin, Charles était devant Beauvais. Cette ville était très riche et dénuée de garnison. Quelques officiers royaux réussirent néanmoins à entrer dans la ville. Mais que pouvaient-ils face aux 80 000 hommes du Téméraire? Le duc lança l'assaut. Les habitants qui étaient effrayés à l'idée de finir comme ceux de Nels se défendirent avec rage. Les femmes de Beauvais portèrent des munitions, encouragèrent les soldats, et même pour certaines prirent part au combat. Une se distingua, Jeanne Lesnay. Elle se munit d'une hachette et réussit à s'emparer d'un étendard bourguignon. Son arme devait lui donner son surnom. Désormais, la postérité la connaît sous le nom de Jeanne Hachette. Les Bourguignons levèrent finalement le siège. Ils se dirigèrent alors vers Rouen, où ils devaient rejoindre les armées du duc de Bretagne. Pendant leur trajet vers la ville aux 100 clochers, les Bourguignons étaient harcelés par les troupes de Chabannes. Ce dernier interceptait les convois et attaquait les groupes isolés. Ils réussirent tout de même à rejoindre Rouen, mais François était absent. Il avait été bloqué par les troupes du roi et négociait avec lui. Le duc de Bretagne et Charles signèrent finalement une trêve pour mettre fin au conflit. Après cet échec, le duc de Bourgogne se tourna alors vers l'Allemagne. Suite à plusieurs incidents, il souleva contre lui une coalition composée des Suisses, de Bâle, de Strasbourg, Sélestat et Colmar. Cette coalition envahit les territoires du Téméraire. Les Bourguignons furent battus à Héricourt. Charles résolut alors d'envahir Cologne.
Début août 1474, il mit le ciel juste devant la place de Neuss. La place subit 2 assauts et ne tomba pas. Les manœuvres de Charles énervaient l'empereur Frédéric III. Ce dernier leva une armée de 40 000 hommes qu'il envoya rencontrer les Bourguignons. Le 31 décembre, il signa un pacte d'alliance avec la France. Le roi et l'empereur se partageraient les possessions du Téméraire à sa mort. Le roi aurait la Bourgogne, la Picardie et l'Artois. Le reste serait à l'Allemagne. Pendant ce temps, Édouard IV débarqua à Calais. Il fut irrité du comportement du duc de Bourgogne, qui s'entêtait en Allemagne. Ce dernier devait joindre ses forces, et il n'en avait plus. Édouard IV, dépité, traita avec Louis XI. Un traité fut conclu à Piquigny entre les deux souverains, le 24 août 1475. Le Téméraire se retrouvait seul. Le roi d'Aragon était occupé à régler des problèmes de succession en Castille. Les Anglais quittèrent la France et arrivèrent en Angleterre le 11 septembre. Louis avait certes acheté la paix. Il devait tout de même verser une grosse pension au roi d'Angleterre. Mais il avait définitivement mis fin à la guerre de 100 ans et évité des pertes. Louis XI ne se souciait pas d'honneur. Il voulait simplement que les choses marchent comme il le voulait. Comme disait Comines, qui en aura le profit, en aura l'honneur. Le 13 septembre, une trêve de 9 ans fut signée entre la France et la Bourgogne. Ce n'était qu'une question de temps avant que les hostilités ne reprennent. Le duc voulut profiter de la trêve pour écraser les Suisses. Mais bien sûr, c'est l'inverse qui se produisit. À Granson et Morat, les Suisses battirent les armées bourguignonnes. L'honneur du duc tombait à terre. Après ces défaites, il se dirigea vers la Lorraine, qui s'était soulevée contre lui. Il avait réussi, en prenant les garnisons de ses forteresses, à réunir à peine 15 000 hommes. Il était sans argent et bientôt sans armée. Charles mit le siège devant Nancy. La ville était défendue par 3 000 hommes et René II de Lorraine se dirigeait vers le Téméraire avec 10 000 mercenaires suisses payés avec l'argent du roi Louis XI. Le Téméraire, qui se savait perdu, livra quand même la bataille. Le 5 janvier 1477, la bataille s'engagea. Les Bourguignons furent rapidement débordés et le duc de Bourgogne mourut. Au fond, n'était-ce pas ce qu'il avait voulu ? Mourir sur le champ de bataille avec honneur. C'était désormais Marie de Bourgogne, la fille du Téméraire, qui dirigeait les États bourguignons. Dirigeait avec de grands guillemets. Tout le monde lorgnait vers ses possessions. Un État sans armée et sans argent, c'est un État perdu. Louis, qui avait massé ses armées à la frontière, les envoya prendre les territoires bourguignons, sous le prétexte de défendre l'héritage de sa filleule. Mais Louis s'était fait un nouvel ennemi. Maximilien d'Autriche, qui était marié avec Marie de Bourgogne, prétendait défendre l'héritage de sa femme. Il envoyait son armée en Flandre, et le 7 août 1779, la bataille de Guinégate opposant les Français aux Autrichiens eut lieu. Personne ne sortit réellement vainqueur, mais Maximilien perdit l'appui des États flamands, qui désormais le poussaient à la paix. Cette paix fut signée le 23 décembre 1482 à Arras, où l'on convient d'un mariage entre le dauphin et la fille de Maximilien. La France s'agrandit de la Bourgogne, l'Artois, de la Franche-Comté et de la Picardie. Un an avant, la maison d'Anjou s'était éteinte, et tous ses biens revenaient à la couronne. Le domaine royal s'était agrandi de l'Anjou, du Maine, de la Provence et du Bar. Louis faisait de la France un véritable État moderne et puissant. Louis se voyait vieillir et bientôt mourir. Il voulait repousser la mort. Il faisait preuve de grande piété, implorait Notre-Dame d'Embrun, la sainte patronne du Dauphiné, celle qu'il avait priée durant ses années rebelles, et il fit même venir un ermite, François de Paule. Louis craignait la mort. Il avait fait entourer sa résidence de Plessis-les-Tours de 400 archers. Il pria Notre-Dame de le faire mourir un samedi, et elle l'exauça. Il mourut le samedi 30 août 1483. L'un des principaux traits de caractère du roi, et celui qui a le plus étonné, c'est sa bonhomie. Il était simple, jamais vêtu comme la mode le voulait. N'hésitait pas à parler avec le peuple, à rire avec lui, à se rendre dans les tavernes, à bien manger et bien boire. Il adorait le bon vin, comme tous les gens d'époque cette fois-ci. On rend compte qu'un soir, quand il entra un roi, il mangea un énorme pâté entier dans une taverne. Pour ce qui était de la religion,
Louis était un homme de son temps. Il était profondément croyant et avait une dévotion toute particulière pour Notre-Dame de Cléry, où il fut enterré d'ailleurs. Mais n'était pas aussi pieux que les hommes du milieu du Moyen-Âge. Il calculait notamment quel saint il fallait prier pour telle ou telle situation. Cela nous informe également sur sa personnalité de calculateur. Louis aimait le pouvoir, et en tant que premier officier du royaume, il travaillait toute sa vie pour ce dernier. Il aimait le pouvoir pour le pouvoir, comme nous l'avons vu lors de la praguerie. Louis voulait tout savoir, tout contrôler. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 1477, il crée un service qui relia les grandes villes de France et qui permettait à un chevaucheur de parcourir 300 km par jour. La poste était née. Mis à part la chasse, son grand passe-temps est gouverné. Il n'éprouvait pas d'autre passion. On ne lui connaît que 2 maîtresses, mais aucune favorite. En revanche, il aimait ses enfants. Ce ne fut pas un père présent, comme tous les seigneurs de l'époque. Mais toutefois on aperçut son affection pour ses enfants lors de la mort en bas âge de son fils François. Ce jour-là, il promit à Dieu et à sa femme de ne plus avoir d'autres aventures et de maîtresses. Sa femme, Charlotte de Savoie, lui donna 6 enfants, dont seulement 3 atteignirent l'âge adulte, Anne, Jeanne et Charles. Anne avait les traits de visage de son père. Elle était aussi brillante que son père et s'essaya vite à la politique. C'est d'ailleurs elle que Louis confia la régence à sa mort. Jeanne, elle, avait un visage angélique. Surnommée la boiteuse, en conséquence de son anomalie physique, elle était stérile, et c'est pour cette raison que Louis la maria avec le duc d'Orléans, dont il voulait un jour récupérer l'apanage. Mais le duc, alors devenu Louis XII, réussit à faire annuler son mariage. Jeanne, qui était très pieuse, décida de rentrer dans les ordres. Elle fonda l'ordre monastique de l'Annonciade, et elle fut canonisée en 1950 par le pape Pie XII. Quant à Charles, en tant que fils aîné, il devait devenir Charles VIII, roi de France.